enfin, nous avons l'opportunité de chasser M. Biya du pouvoir. Donc, pour le peuple camerounais, ce n'était pas une suggestion. Le peuple a décidé de se choisir un nouveau président, et c'est ainsi que M. Issa Chiroma Bakari a ainsi été élu président de la République du Cameroun. Sauf que dans les moments qui ont suivi, le gouvernement de Yaoundé s'est très rapidement ressaisi et a donc décidé de changer les règles du jeu. Et il fallait frauder pour tourner la victoire du peuple en défaite du peuple. Et c'est ce qui a plongé le Cameroun dans une crise vraiment sans précédent. Les gens parlent de 1992, mais ceux qui y étaient disent très clairement que la comparaison est un peu difficile. Parce qu'ici, on a un peuple qui s'est levé comme un seul homme pour défendre sa victoire. Je continue de penser que M. Biya et le gang Biya n'avaient pas anticipé cela. Il s'était dit que d'une manière ou d'une autre, le peuple camerounais, qui est réputé être un peuple calme, qui est réputé être un peuple sans problème, où la paix est une notion présente dans la vie des enfants du Cameroun, M. Biya s'était dit, ok, bon, il saura trouver une solution pour se maintenir au pouvoir. Alors, face à ce qui s'est passé au cours des derniers jours, des dernières semaines, M. Biya se rend très bien compte que les choses ne se passent pas comme il pensait. Son espoir, cependant, est de gagner un peu de temps. Il faut gagner un peu de temps pour qu'il réussisse à prêter serment et gagner encore un peu de temps pour qu'il réussisse à changer rapidement la Constitution, installer comme son second, M. Ngongo, et ainsi le tour sera joué. Il y aura donc quelqu'un autre que M. Biya qui aura une réclamation légale, j'insiste sur le mot légal, qui aura donc cette réclamation légale sur le poste de président. Voilà l'enjeu ici. Le souci, c'est que le peuple camerounais semble en ce moment ne pas très bien comprendre où on va. Il y a un peu de la confusion dans le peuple. Il y a des mixed messages, comme on dit, des messages je vais dire mixtes, je pense que oui, mixtes, différents, qui signalent des choses et des contre-choses, ce qui fait que le peuple ne sait pas vraiment où on est en train d'aller. Le peuple a besoin d'être clair dans la stratégie, savoir où on est en train d'aller, pourquoi on est en train d'y aller, et qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat. C'est normal de la part d'un peuple, parce qu'un pays, c'est comme une société. Une société a des actionnaires qui sont les propriétaires de la société, et donc, de temps en temps, il est demandé aux personnes qui travaillent pour le compte de ce peuple-là de rendre compte de temps en temps pour que les propriétaires de la société puissent comprendre exactement est-ce que ça correspond au mandat qui leur a été donné ou pas. Quoique n'ayant pas de mandat officiel, j'ai pensé qu'il était bon de venir partager avec le peuple camerounais quelques options, quelques pistes qui peuvent indiquer là où nous sommes en train d'aller, afin que les uns et les autres se préparent, suggèrent,
parce que vous avez un président, M. Issa Chiroma Bakari, c'est le président du Cameroun. Donc, il faut suggérer à M. le Président lui donner des conseils sur ce qui peut être fait pour améliorer telle ou telle autre chose. Dans cette conversation, je resterai superficiel sur un certain nombre de choses, réservant ainsi certains détails acquis de droit. Vous savez, chaque grand peuple sur la terre a eu un moment de fondement. Ce moment de fondement n'est pas toujours la création. Il y a un moment déterminant dans la vie de chaque peuple qui change la trajectoire de ce peuple. Et les peuples qui ratent ces tournants de leur histoire peuvent attendre un autre 50 ans, voire 100 ans, pour se retrouver dans une position où ils peuvent changer la trajectoire de nouveau. Je prends un exemple simple. Le Cameroun a eu l'opportunité en 1992 de changer la trajectoire de son pays. 1992, c'était il y a 33 ans. Donc, 33 ans sont passés depuis que le Cameroun a perdu l'opportunité de changer sa trajectoire en 1992. Ça a pris 33 ans pour que la prochaine opportunité se représente. 33 ans. Je voudrais que, ensemble, qu'on pense un peu à cela. Pensons un peu à ça. C'est que la dernière fois où une grosse opportunité s'est présentée pour changer le cours de l'histoire du Cameroun, le Cameroun a raté cette opportunité et il s'en est suivi comme une sorte d'endormissement général de la population. Et le peuple se réveille 33 ans plus tard pour découvrir que, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, comme je viens de le dire, il y a des moments dans la vie des individus, il y a des moments dans la vie des communautés, il y a des moments dans la vie d'une nation qu'il ne faut jamais courir l'erreur de manquer. Ça peut être au niveau individuel. Vous pouvez dans votre vie personnelle manquer un tournant de votre vie. Si vous êtes chanceux, si la grâce de Dieu est sur vous, un tel moment vous reviendra des décennies plus tard. Vous n'aurez peut-être plus la même vigueur, vous n'aurez peut-être plus la même capacité de réagir. Et si vous ne comprenez pas que ceci représente un tournant de l'histoire, votre histoire personnelle, l'histoire de votre communauté, l'histoire de votre pays, vous passerez le temps à penser que, bon, voilà, Dieu ne vous a pas visité. Parce que lorsque vous avez reçu cette visite, votre réaction n'a pas été de nature à comprendre le caractère historique pour vous de ce qui se passait. Vous avez laissé passer en vous disant que, bon, demain est un autre jour. Pourtant, cet autre jour devait venir 33 ans plus tard. Donc, lorsque le peuple camerounais a laissé une poignée de personnes, il y a 33 ans, décider du sort de leur nation, ce peuple ne savait pas. Je suis certain que si vous aviez dit aux Camerounais en 1992,
au sortir de l'élection présidentielle de 1992 que ça prendrait 33 ans pour se retrouver devant une autre opportunité de faire partir M. Biya, je pense que la majorité absolue des Camerounais n'aurait pas cru. Parce que pour eux, ils auraient pensé qu'un momentum, un mouvement, une lancée a été prise et que cette lancée allait continuer. C'était une erreur fatale. Et il faut craindre que le moment dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui ne revienne que dans une trentaine d'années, si jamais le peuple camerounais rate ce tournant. Il y a eu des nations, toutes grandes nations sur la terre, a eu ces moments, ce tournant de son histoire qui a changé les choses, qui a fait basculer les choses d'un côté ou de l'autre, soit dans la grandeur, soit dans la petitesse ou la poubelle de l'histoire. Et l'un de ces moments, la France l'a vécu en 1789, lorsqu'elle commence sa révolution. Les États-Unis ont vécu quelque chose de similaire lorsque le 4 juillet 1776, ils décident de commencer, de déclarer l'indépendance de la Grande-Bretagne. D'autres peuples à travers le monde sont passés par ce moment. Même à côté du Cameroun en Afrique, il y a des peuples, je citerai par exemple le peuple burkinabé, qui a compris le moment historique auquel il faisait face, a décidé de saisir cette opportunité, et le Burkina d'aujourd'hui, après un tout petit temps, on voit bien la différence entre le Burkina d'aujourd'hui et le Burkina d'il y a quelques années seulement. Donc, il ne faut pas que le peuple camerounais rate cette compréhension. Parce que si le Cameroun et les Camerounais perdent de vue le contexte historique dans lequel ils se trouvent, ce sera la catastrophe. Totalement la catastrophe. Alors, il y a quelque chose de commun chaque fois qu'un peuple a pris la bonne direction. Chaque fois qu'un peuple a pris la bonne direction, il y a eu un changement. Pas changement dans la suite, je parle de changement dans l'instant. Les changements dans l'instant, c'est que chaque révolution, chaque grand changement nécessite une annulation, je voulais dire termination, mais je ne sais pas si l'expression existe en français, mais il faut une abolition des institutions. Vous ne pouvez pas passer d'une république à une autre république avec les outils de l'ancienne république. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire une révolution en gardant les habits et les outils du système que vous avez fait tomber. Et quels sont les outils d'une nation? La Constitution est un de ces outils, c'est le document fondateur d'une république. Le gouvernement, les institutions, ce sont des outils utilisés pour faire fonctionner cette république. Donc, quand il y a révolution, il faut comprendre en réalité
que la fondation est un moment de création de quelque chose de nouveau. Si on le perd de vue, on ne comprend pas la suite. Et je reviendrai sur ce point précis un peu plus tard. Mais chaque fois qu'il y a eu basculement, changement, transfert de pouvoir, même si ce n'était pas une révolution, il y a eu deux choses majeures. La première chose majeure qu'il doit y avoir pour qu'il y ait transfert de pouvoir, c'est le lieu de résidence du pouvoir. Le pouvoir est acquis. Qui a le pouvoir dans un pays? Si vous ne comprenez pas où se trouve le pouvoir, vous risquez de batailler la mauvaise bataille, vous risquez de lutter le mauvais combat. Parce que c'est la première chose qui détermine le succès, le transfert de pouvoir dans une nation. Il faut donc comprendre où est le pouvoir, qui a le pouvoir. Deux cas de figure se présentent. Premier cas de figure, le pouvoir est au peuple. Ça, c'est une démocratie pure. Le pouvoir au peuple, ça veut dire que le pouvoir peut vous donner, le peuple peut vous donner le pouvoir et il vous retire le pouvoir. Le deuxième cas de figure, pour qu'il y ait transfert de pouvoir, c'est que la qualité des gouvernants est un facteur important. Qualité des gouvernants. J'ai regardé une vidéo d'Abdou Diouf lorsqu'il transfère le pouvoir, en tout cas il parle dans cette vidéo de comment le transfert du pouvoir s'est fait de lui à son successeur, Abdoulaye Wade. Et lorsque Abdou Diouf raconte la scène, il n'a pas eu besoin qu'on l'appelle, qu'on arrive à le convaincre, il n'a pas eu besoin de ça. Abdou Diouf dit que à la sortie des élections, il a pris son téléphone, appelé ses collaborateurs, demandé quelles sont les tendances. Les collaborateurs lui disent « c'est mauvais. Monsieur Wade est en train de tout gagner. Nous pensons même qu'il va gagner. » Et avant que ses collaborateurs lui aient fait d'autres suggestions, parce qu'ils étaient prêts à lui dire « mais on peut changer cela ». Donc, malgré le fait que certains de ses collaborateurs avaient l'intention de changer cela, M. Abdou Diouf a dit « non, ce n'est pas nécessaire ». Il a raccroché. La prochaine personne qu'il a appelée, c'était M. Wade, pour lui dire, bon voilà, j'ai le retour, que vous avez gagné, et bon, je te félicite pour ta victoire. La qualité des hommes qui dirigent. Donc, deux facteurs principaux peuvent faciliter le transfert de pouvoir. Abdou Diouf était dans une dictature, une sorte de dictature, peut-être une dictature modérée, où le pouvoir était parti du peuple, avait été transféré à lui, et donc il avait tous les pouvoirs dans le Sénégal de ce temps-là. Mais la qualité de la personne, la qualité du dirigeant qu'il était, a permis qu'il y ait transfert de pouvoir. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure,
le transfert du pouvoir dépend de ces deux piliers. Si vous êtes dans un pays où le pouvoir est effectivement au peuple, le transfert est naturel. Dès que le peuple a décidé, ça se fait. Mais si vous êtes dans l'un des pays africains,